Bienvenue, devant moi se trouve un OnePlus Nord 6 et aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces et réglages que vous pouvez faire sur cet appareil. Très bien, alors allons droit au but maintenant. Je veux vraiment être très clair à ce sujet avant de commencer. En fait, il n'y aura rien de compliqué. Donc, bref, commençons. Nous pouvons ouvrir nos paramètres et ici, il y a plusieurs choses différentes que nous pouvons explorer juste pour personnaliser notre appareil. Comme par exemple l'écran d'accueil, l'écran de verrouillage et le style, qui est une section générale de OnePlus permettant de personnaliser l'apparence et l'ambiance de votre téléphone. Avant de vraiment commencer avec ça, laissez-moi juste le nettoyer un peu. Voilà, comme ça c'est un peu moins sale à regarder. Et ici, nous avons des choses comme, par exemple, les écrans de verrouillage. Donc, vous pouvez passer de ceux qui sont déjà préinstallés. Ils sont déjà inclus. Et il y a une fonctionnalité sympa à ce sujet que vous pouvez déjà un peu voir. Donc, selon le fond d'écran que vous choisissez vous-même, vous aurez des effets comme celui-ci, où vous pouvez voir que la montagne interagit un peu avec l'horloge elle-même. Donc, l'horloge est un peu en arrière-plan. Maintenant, je pourrais techniquement appuyer dessus et aussi le changer moi-même. Comme vous pouvez le voir, je peux le repositionner pour couvrir plus ou moins, mais à un certain moment, quand ça couvre un peu trop l'heure, vous voyez que ça passe alors devant. Et comme je l'ai dit, vous pouvez faire ça avec d'autres fonds d'écran aussi. Vous n'êtes pas limité à celui-ci. Voyons si j'ai quelque chose ici qui pourrait être utilisé. Peut-être celui-ci. Je pense que c'est trop. Donc oui, de toute façon, vous pouvez donc appliquer ce genre de choses. Maintenant, si on fait glisser vers le haut, vous avez plus d'options juste ici. Donc nous avons l'affichage permanent, vous pouvez l'activer ici et le personnaliser à partir des options que nous avons juste là. Je ne veux pas vraiment m'attarder sur l'affichage permanent, mais c'est bien, on a aussi des icônes ici. Donc si vous téléchargez plus d'icônes, elles devraient apparaître ici. Et il y a déjà une liste assez correcte d'icônes parmi lesquelles vous pouvez choisir, qui sont fournies par défaut avec l'appareil. Maintenant, certaines d'entre elles ne semblent pas très différentes. Par exemple, celles-ci sont similaires. Celles du bas ont l'air un peu différentes. Il semble que pour les icônes normales ou les icônes non système, vous pouvez voir qu'elles ne varient pas tant que ça. C'est littéralement juste la forme de la bordure de l'icône en elle-même, supposément. Donc, simplement plus arrondi, moins arrondi, et il semble que pour certaines d'entre elles, comme vous pouvez le voir avec celles du haut, qui sont celles que l'on peut installer, il n'y ait pas vraiment beaucoup de changements. Mais de toute façon, tout cela est une question de préférence. Vous pouvez en choisir une fois et vous pouvez aussi en télécharger davantage. Et nous avons également d'autres options ici qui vous permettront de les personnaliser un peu plus, comme supprimer les étiquettes, changer leur taille et ainsi de suite. Aussi les polices, c'est à peu près tout. Et en dessous, nous avons les paramètres de l'écran d'accueil. Donc ici, cela vous permettrait par exemple de passer du mode tiroir au mode standard. Nous pouvons également augmenter le nombre de colonnes dans le tiroir. Nous pouvons faire la même chose ici pour la disposition de l'écran d'accueil. Donc si vous voulez avoir plus d'icônes visibles, vous pouvez le faire ici. Et une option que j'aime vraiment, c'est celle-ci, faire glisser vers le bas sur l'écran d'accueil, surtout pas l'étagère. Je vais choisir les notifications et les réglages rapides. C'est ce que je préfère personnellement. Donc maintenant, quand vous faites glisser vers le bas, comme ceci, vous accédez à vos notifications. Vous n'avez plus besoin de faire glisser depuis tout en haut. Vous pouvez simplement faire glisser vers le bas depuis n'importe quel endroit de l'écran. Donc à mon avis, c'est une fonctionnalité vraiment sympa. D'accord. Maintenant, revenons en arrière et passons à l'affichage et à la luminosité. Et ici, nous avons le mode clair et le mode sombre, ainsi qu'une option de programmation. Donc cela l'active ou le désactive en fonction du planning. Ce qui est plutôt sympa, sachant que le mode clair rend généralement un peu mieux pendant la journée, surtout en été, tandis que le mode sombre est probablement plus adapté à la nuit. Maintenant, si l'on fait défiler vers le bas, on a le mode couleur de l'écran. C'est en fait une saturation pour votre affichage. Il est réglé sur vif. Nous avons aussi les modes naturel et pro, qui incluent une cinématique et brillant, qui utilisent le mode display P3 ou l'autre, peu importe lequel c'est.
En réalité, vous pouvez simplement cliquer dessus et voir comment l'image change ici, avec, vous savez, plein de couleurs. Donc c'est assez évident de voir comment cela va être affecté. Donc il semble que le mode naturel soit, je suppose, plus naturel comparé au mode vif. Le mode vif a des rouges et des oranges un peu plus accentués, tandis que le mode naturel les atténue légèrement. Donc cinématique, censé être le mode display P3. P3 voudrait dire que les couleurs sont calibrées selon le P3, mais bon, ça semble un peu... Il n'y a pratiquement aucune différence, on voit juste une légère nuance dans le vert. Donc honnêtement, ça ressemble surtout à un mode vif dans l'ensemble. Et le mode brillant est encore plus saturé, à tel point que c'est vraiment trop saturé pour que j'ai envie de l'utiliser. Mais bon, si vous aimez les écrans très colorés, le mode brillant sera probablement l'option idéale pour vous. On a aussi la température des couleurs. C'est donc une teinte générale appliquée à tout l'écran, peu importe la couleur affichée. Et vous avez le choix entre par défaut, chaud ou froid, où chaud correspond en gros à une teinte orange ou un peu jaunâtre. Par défaut, c'est censé imiter le blanc et le mode froid va tirer vers le bleu. Mais vous n'êtes pas obligé de vous limiter à ces trois options. Vous pouvez en fait simplement déplacer le petit curseur ici et choisir n'importe quelle couleur sur toute la roue. Et cela appliquera la température de couleur à tout l'écran. Je veux aussi préciser qu'en dessous, vous avez les tons adaptatifs. Cela utilisera la caméra pour ajuster automatiquement la température de couleur de l'écran. Donc si vous activez cette option, généralement l'option en dessous, oui, devient indisponible. Vous ne pouvez donc plus la modifier ou la configurer, car l'appareil, avec ce bouton activé, règle cela automatiquement en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Passons maintenant à la fréquence de rafraîchissement de l'écran, qui est ici réglée sur élevé. Nous disposons actuellement de plusieurs options différentes. Et honnêtement, le chiffre de 165 me paraît être quelque peu excessif et exagéré pour un simple téléphone. Mais si cela vous plaît vraiment, alors c'est vraiment tant mieux pour vous. Mais j'aime bien ce que OnePlus a fait ici, alors laissez-moi d'abord expliquer cela. Nous avons donc trois options ici. Par défaut, nous avons la sélection automatique, standard et élevé. Le mode élevé est censé permettre un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 165. Non, j'ai mis la vidéo en pause un instant, donc il se peut que je me répète. La sélection automatique choisira le taux de rafraîchissement automatiquement en fonction du contenu que vous regardez. Et si, par exemple, vous êtes sur l'écran d'accueil sans rien faire, le taux de rafraîchissement descend, en fait, je crois, à 1 ou 10 images par seconde pour préserver la batterie. Le mode standard va jusqu'à un maximum de 60 images par seconde et permet d'économiser beaucoup de batterie par rapport aux autres options, car vous réduisez considérablement le taux de rafraîchissement. Et enfin, le mode élevé utilise un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 165 pour offrir l'expérience visuelle la plus fluide possible. Mais honnêtement, je suis un gamer et en général, je ne peux pas vraiment faire la différence entre, par exemple, 120 et 160 parce qu'on est déjà sur des taux de rafraîchissement élevés. Donc, à mon avis, c'est un peu inutile. Le taux de rafraîchissement est élevé juste pour le principe d'avoir un chiffre élevé et donner l'impression que c'est mieux, c'est tout. En réalité, ça ne fait pas grand-chose à part consommer davantage la batterie du téléphone. Et cela va très probablement être utilisé sur les écrans d'accueil et ce genre de choses. Chaque fois que vous faites défiler vers le haut ou vers le bas, ça va tourner à une vitesse fulgurante. Maintenant, ici, quelle que soit l'option que vous choisissez, je vous recommande en fait d'interagir avec ce paramètre, car il y a certains cas où il n'y a aucune raison de fonctionner à ce taux de rafraîchissement. Et avant même de commencer à personnaliser cela, je tiens aussi à dire que si vous êtes le genre de personne qui ne voit pas de différence entre 60, donc le mode standard, et par exemple le mode élevé quand vous faites défiler comme ça, si pour vous cela paraît identique entre les deux, alors vous aurez probablement tout intérêt à rester sur 60. Cela vous offrira une meilleure autonomie de batterie, et si vous ne voyez pas de différence, vous ne sacrifiez rien. Maintenant, pour ceux qui voient la différence, vous pouvez choisir l'option que vous préférez personnellement. Et une fois que vous avez fait cela, si vous avez sélectionné une option élevée, élevée ou automatique, alors je vous recommande de jeter un œil à cette option. Et ici, vous pourrez spécifier quelle application peut fonctionner jusqu'à quel taux de rafraîchissement. Et cela augmentera également votre autonomie de batterie, car en général, les applications fonctionneront, vous savez, jusqu'à des taux de rafraîchissement élevés.
Si. Oh, en fait, pas si, mais pratiquement toutes. Laissez-moi en vérifier une en particulier. D'accord, donc maintenant même Netflix fonctionne jusqu'à 90 images par seconde pour une raison idiote. Il n'y a aucune raison pour que certaines applications puissent même fonctionner en haute fréquence. Elles n'en ont peut-être pas besoin. Vous n'avez aucune raison de le faire. Donc par exemple, Netflix serait l'une d'entre elles. Maintenant, tant que vous naviguez beaucoup, d'accord, très bien, un taux de rafraîchissement élevé sera plus agréable lorsque vous parcourez les émissions et ce genre de choses et que vous faites défiler beaucoup. Cela aura un impact. Mais au moment où vous lancez un programme à regarder, ce qui est généralement la raison pour laquelle vous ouvrez Netflix au lieu de simplement faire défiler sans cesse, ce que je vous recommanderais de faire à la place, c'est de le régler sur 60. C'est toujours exagéré, mais en fait, presque toutes les séries et tous les films sont enregistrés à 24 images par seconde. Peut-être pas tous, mais la grande majorité. Et si vous commencez à les regarder, votre téléphone fonctionnera jusqu'à la fréquence spécifiée ici, dans ce cas. Donc, régler un taux de rafraîchissement plus bas permettra en réalité d'économiser la batterie, même lorsque vous regardez ce type de contenu. Et dès qu'il y a quelque chose qui bouge à l'écran, quel que soit le nombre d'images par seconde, l'appareil passera automatiquement au taux de rafraîchissement spécifié. Donc, si c'est jusqu'à 120 et qu'il y a du contenu en mouvement à l'écran, il va passer au maximum, non? Cela permet justement d'éviter que cela se produise. Et je tiens aussi à le souligner. Donc même si ici on a réglé un taux de rafraîchissement élevé, jusqu'à 165, je ne peux même pas choisir 165 dans aucune des applications. Donc je ne sais même pas à quoi ça sert, ce qui paraît un peu douteux en réalité. Vous voyez peut-être. Eh bien, même l'application propre à OnePlus ne peut pas atteindre ce taux de rafraîchissement. D'accord, super. Quoi qu'il en soit, je vous recommande de vérifier ces paramètres et de les modifier application par application pour améliorer l'autonomie de la batterie dans certains cas, en particulier pour le contenu basé sur le visionnage de vidéos ou ce genre de choses. Donc YouTube, Netflix, Disney, etc. Ceux-ci seront généralement limités à 60 images par seconde au maximum. Et sinon, votre téléphone fonctionnerait à un taux de rafraîchissement plus élevé, gaspillant de la batterie, alors que vous n'en tireriez aucun avantage en réalité. Très bien, passons à la suite. Encore une chose dont je voulais parler, au cas où. Les applications en plein écran, juste ici, c'est une option plutôt sympa, au cas où vous tomberiez sur une application un peu agaçante qui vous affiche cette barre noire. L'une des applications qui m'a fait ça à un moment donné était la... Comment ça s'appelait déjà? Laissez-moi juste brancher mon téléphone parce qu'il fait super sombre et je ne vois rien. C'était l'application Steam Link. Donc, en me connectant à mon ordinateur avec, j'avais ce genre de barre noire. Maintenant, je veux que tout l'écran soit rempli par Steam Link. Donc, en le sélectionnant ici, dans la personnalisation des applications, et en choisissant l'application, j'aurais pu forcer cette application à passer en plein écran au lieu de ce qu'elle faisait comme ça. Quoi qu'il en soit, passons à la suite, aux notifications et aux réglages rapides. Ici, il y a une option que j'aime beaucoup, c'est la barre d'état. Et ici, vous pouvez spécifier quel type d'icônes seront visibles dans votre barre d'état. C'est juste un petit réglage simple qui vous permet de nettoyer votre barre d'état des éléments inutiles, comme par exemple le Bluetooth. Je fais partie de ceux qui l'ont toujours activé et je n'ai pas besoin de le voir. Je ne l'éteins jamais volontairement. Donc, avoir cette icône-là ne sert à rien d'autre qu'à encombrer ma barre d'état. J'aime donc la désactiver, ainsi que tout autre élément que j'utilise, mais que je n'ai pas besoin de voir. Je désactiverai aussi cela. En ce qui concerne les notifications, nous pouvons également personnaliser cela. Donc, au lieu de voir des icônes, on peut simplement avoir un seul chiffre. Et vous pouvez voir qu'ici, il m'affiche 2 icônes. Donc, j'ai quelques réglages et des emails. Ce n'est pas très bien. Je sélectionne un nombre et je peux voir que j'ai 7 notifications au lieu des 2 que j'aurais pu voir. Une autre chose, c'est le style de la batterie. Actuellement, nous avons l'affichage vertical avec le pourcentage, mais le pourcentage est à l'extérieur de la batterie. Vous pouvez le désactiver si vous ne le souhaitez pas. Cela permet de clarifier un peu les choses, mais vous pouvez cliquer juste ici et choisir l'affichage horizontal. Et ensuite, en mode horizontal, on peut cliquer pour que le pourcentage de la batterie soit à l'intérieur de la batterie pour un rendu plus épuré. Vous pouvez aussi choisir une boucle ou ne pas afficher la batterie du tout.
Donc, il y a quelques options ici, comme je l'ai mentionné, pour personnaliser spécifiquement cette section. Maintenant, en continuant, sous Système et mise à jour, nous avons la navigation système. Et ici, nous avons les gestes et les boutons. Personnellement, je préfère les gestes, donc je vais les sélectionner, mais je n'ai clairement pas besoin d'apprendre à les utiliser. Je sais déjà comment les utiliser, et lorsque vous les sélectionnez, les options ici changent en fonction de l'option que vous avez choisie. Et nous avons par exemple l'option de masquer la barre de guidage. Elle ne sert à rien d'autre qu'à vous donner une indication visuelle de l'endroit où vous êtes censé faire glisser votre doigt. Mais au final, c'est un peu inutile, car pour les gestes de retour, il n'y a rien de visible non plus, et pourtant, vous savez où glisser pour les activer. N'est-ce pas? Donc je ne le fais pas. Je trouve simplement cela inutile en général. Vous savez comment faire glisser vers le haut, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc vous le faites toujours depuis le bas. Nous avons maintenant aussi des protections contre les erreurs de manipulation uniquement pour les jeux. Cela signifie que vous devez glisser 2 fois pour revenir en arrière. Par exemple, les jeux font cela. Donc, lorsque vous essayez par exemple de naviguer et que parfois vous faites un geste depuis un coin, cela ne ferme pas automatiquement le jeu. Donc, cela permet d'éviter ce genre de choses et c'est sélectionné uniquement pour les jeux. Mais en fait, cela peut s'appliquer à tout. Maintenant, une autre option ici concerne la sensibilité des gestes de retour. Vous pouvez donc l'augmenter ou la diminuer. Et lorsque vous commencez à faire un geste de balayage, oui, voilà, cela vous affiche cette barre bleue. Cette démonstration visuelle vous indique précisément l'endroit où votre doigt doit commencer son mouvement de balayage tactile et sortir de cette zone spécifique pour activer correctement le geste de retour. Par conséquent, vous pouvez constater par vous-même que cela va maintenant déclencher systématiquement cette action depuis ce coin précis de l'interface. Maintenant, si je la baisse, je peux voir. Ça ne le fait plus vraiment, donc je dois être très précis. Maintenant, c'est à vous de choisir comment vous voulez la voir. Je le règle selon ma façon de balayer, je peux le mettre au minimum et ça ne me dérangerait jamais, car je commence toujours depuis l'extérieur de l'écran. Donc ce n'est jamais un problème pour moi. Maintenant, passons à une option que j'aime vraiment, même si c'est Google, le cercle pour rechercher. Contrairement à ce que le nom suggère, on ne fait pas vraiment un cercle pour rechercher. C'est un nom un peu idiot, mais c'est comme ça. Et une autre chose pour laquelle je veux féliciter OnePlus, c'est qu'avec les OnePlus, on peut l'activer même lorsque la barre de navigation est cachée. C'est quelque chose que la plupart des appareils ne permettent pas de faire. Ici, c'est possible. Donc, si je maintiens la barre de navigation qui était visible auparavant que j'ai désactivée, elle réapparaît. Je ne sais pas si vous pouviez le voir. Laissez-moi essayer de vous montrer ça de plus près. Oh non, ça ne s'active pas. Voilà, c'est bon. Vous pouvez voir de toutes petites choses bizarres qui s'étirent juste ici, exactement là où se trouve la barre de navigation. Donc, cela l'activerait. Maintenant, Circle to Search, si vous ne connaissez pas, propose plusieurs scénarios d'utilisation différents. Si vous connaissez déjà, ces informations ne vous seront probablement pas utiles, donc n'hésitez pas à avancer dans la vidéo. Mais pour ceux qui ne savent pas et qui veulent comprendre et peut-être l'utiliser, vous pouvez vous en servir, par exemple, pour l'identification, la traduction et la recherche. C'est une généralisation très basique, ça pourrait être honnête, mais c'est comme ça que je le catégoriserais. Alors, maintenons-le. Et en fait, il y a une chose de plus pour laquelle je peux l'utiliser, la sélection d'un texte qui normalement ne serait pas sélectionnable. Par exemple, ici dans les paramètres, vous ne pouvez jamais sélectionner un texte pour peut-être le copier et le coller. Maintenant, je peux. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Les photos qui sont ouvertes comme ça, vous pouvez aussi maintenir dessus. Vous pouvez même ouvrir l'appareil photo sans prendre de photo, simplement le pointer vers un texte, juste pour donner un exemple. Allez. Je vais mettre cette boîte dans le champ de vision. Et juste pour montrer ça, ouvrons l'appareil photo. Maintenez le cercle pour rechercher. Maintenant, au moment où vous le maintenez et que ça s'active, tout ce qui est visible à l'écran se fige et vous pouvez voir. Je peux maintenant sélectionner le texte à partir d'ici. Ceci est une photo ou même pas une photo. C'est une image qui était visible par la caméra qui n'a même pas été prise. Au moment où je ferme ceci, vous voyez qu'elle disparaît parce que je n'ai même jamais pris l'image. Donc c'est vraiment pratique pour rechercher ou copier-coller quelque chose. Mais aussi, voyons un peu, ce n'est pas celui-là.
Voilà, ça ira très bien. Nous avons ces écouteurs intra-auriculaires KB02, mais à l'arrière de la boîte, il y a beaucoup de texte qui n'est pas en anglais, à part celui-ci. Donc, je peux littéralement reprendre ceci, maintenir à nouveau, entourer pour rechercher. Tout se fige. Et maintenant, au lieu de le sélectionner, je peux cliquer juste ici. Maintenant, je n'ai même pas besoin de spécifier la langue. Il y a deux langues différentes visibles juste ici. Il a traduit les deux, et non seulement il les a traduites, mais il les a superposées exactement à l'endroit du texte original et les a remplacées. Donc maintenant, tout est en anglais, et il fait vraiment du bon boulot, il faut bien l'admettre, non? C'est donc un excellent cas d'utilisation. Et aussi ici, vous avez probablement pu voir, nous avons la détection de musique. Donc si vous avez de la musique qui joue, vous pouvez toujours activer cette fonction. Cliquez dessus et il commencera à écouter la musique qui est en train de jouer. Ça fonctionne en gros comme Shazam. Mais maintenant, c'est directement intégré à votre téléphone, donc vous n'avez plus besoin de Shazam. Je ne sais pas. Par contre, si ça enregistre vraiment ces chansons pour que vous puissiez les retrouver plus tard quelque part. Pour être honnête, je ne l'ai jamais utilisé moi-même. C'est une chose. Et une autre chose, c'est la recherche, évidemment. Alors, laissez-moi juste enlever ma montre. Donc j'ai juste une montre normale ici. Ce n'est pas une montre connectée, mais vous pouvez probablement voir la marque, non? Timex Mais c'est à peu près tout ce que vous pouvez deviner en la regardant, n'est-ce pas? À part le fait qu'elle donne l'heure, le jour de la semaine et la date, et c'est tout. Vous pouvez probablement aussi, si vous regardez de près, voir certains détails. Allez. Voilà. Donc vous pouvez voir le Waterbury automatique. C'est vraiment tout ce que vous obtenez. En réalité, vous ne savez pas vraiment ce que c'est si vous vouliez en acheter une, n'est-ce pas? Ce que je peux faire, c'est simplement prendre ceci. Maintenant, laissez-moi apporter plus de lumière parce qu'à la caméra, ça paraît très sombre et ça a l'air un peu pourri pour être tout à fait honnête. Voilà. Un peu mieux, peut-être. D'accord? Et ce que je peux faire à nouveau, c'est maintenir le cercle pour rechercher. Voilà. Et je peux cliquer dessus. Maintenant. Est-ce qu'il a trouvé le bon? Presque. Donc si vous faites défiler vers le bas, vous pouvez voir d'autres options pour cette montre. Il y a deux variantes. Donc dans des cas comme celui-ci, c'est un peu agaçant parce que la qualité de la caméra gâche un peu le résultat. Donc dans l'ensemble, il a à peu près trouvé la bonne chose. C'est presque ça, je pense, juste un bracelet différent. Voyons voir. Laisse-moi vérifier rapidement le numéro du modèle. Où est-ce qu'il est, bon sang? Ah, voilà. 24 800. Oh non, c'est le même. Donc c'est bien le bon. D'accord. Encore une fois, la photo ici montre un bracelet très foncé, presque noir, alors que celui-ci est marron, évidemment, mais c'est bien celui-là par le modèle, et techniquement, c'est marron, je suppose. Ah, voilà, c'est exactement le même. Évidemment, ça ressemble un peu plus, mais encore une fois, ce n'est probablement pas très visible à la caméra. Voilà, là on le voit mieux. Donc, comme je l'ai dit, on a deux options, la verte et la noire. Et sans vraiment, vous savez, avoir la montre en main par exemple, et pouvoir la retourner pour voir le numéro du modèle, vous ne seriez probablement même pas capable de comprendre ce que c'est. C'est ça. Timex a une quantité absolument délirante de montres, donc en chercher une peut être un peu difficile, surtout, par exemple, si elle n'est plus produite. De cette façon, vous pouvez facilement vérifier des choses pour lesquelles vous n'auriez pas vraiment les connaissances nécessaires pour les chercher vous-même ou même savoir comment les rechercher. Et faire une recherche d'image comme celle-ci sur quelque chose que vous avez trouvé va résoudre ce problème pour vous. Et je peux faire ça avec plein de choses différentes. Je peux simplement lancer, par exemple, n'importe quel entretien téléphonique ou voyons voir un truc nul, par exemple. Essayons juste, peut-être. Voilà.
Je peux faire quelque chose comme le lecteur de carte SD juste ici. Évidemment, c'est probablement vraiment facile de deviner ce que c'est. Ah, je sais ce que c'est. Un bloc-pile pour une batterie, enfin pour un appareil photo. En fait, c'est pour l'appareil photo que j'utilise en ce moment, mais je n'en ai pas vraiment besoin. Et si je le retourne, je peux un peu voir, mais voyons s'il le trouve juste avec un angle. Et il l'a trouvé. Alors, pas exactement celui-ci, ceux-là sont plus petits, mais c'est le même. C'est juste une version plus grande, je pense. Voilà, c'est le plus grand juste ici, je suis presque sûr. Donc on peut le trouver assez facilement sans vraiment savoir ce que c'est ou quel modèle c'est. Donc c'est vraiment super pour ce genre d'utilisation, scénario d'utilisation et en général. C'est vraiment une très bonne option que vous pouvez activer à tout moment dans n'importe quelle application dont vous avez besoin. Donc, je veux vraiment féliciter encore une fois OnePlus de vous permettre d'utiliser ça même sans la barre de guide. C'était quelque chose qui m'énerve vraiment quand les entreprises vous donnent les deux options comme masquer, barre de guide, votre cercle pour rechercher, ce que je pense que tous les téléphones ont, mais vous ne pouvez pas utiliser l'un sans l'autre. Ici, vous pouvez parce que je ne suis pas complètement idiot et je sais où se trouve le bas de l'écran. Bref, c'est à peu près tout pour les réglages ici. En fait, non, il y en a un dernier que je voulais mentionner, c'est celui-ci. Il est en fait activé par défaut. Barre latérale intelligente. Comment c'est? Donc ici, vous pouvez voir qu'une fois que vous la faites glisser, vous avez quelques applications. Maintenant, on peut modifier cela et en ajouter d'autres. Vous pouvez cliquer dessus et cela les ouvrira uniquement dans cette vue contextuelle. Et ici, on peut passer en plein écran, en écran partagé, réduire, ce qui fait apparaître ceci en haut, et on peut aussi en ouvrir plusieurs. Et voilà, on va là-dedans pour le masquer. Et quand vous cliquez dessus, cela vous montre les deux. Vous pouvez donc choisir lequel vous voulez ouvrir. C'est une autre chose que je peux faire avec ça, voyons voir, si je le maintiens appuyé, est-ce que ça va le faire? Non. Donc je dois en fait cliquer ici pour pouvoir activer la vue partagée et une fois que je fais ce que j'ai fait, ça va dans la barre du haut. À partir d'ici, je peux par exemple ouvrir une autre application et maintenant j'ai une vue en écran partagée entre ces deux applications et je peux choisir de les intervertir. Vous pouvez choisir la séparation, ce qui vous permet aussi de la masquer, car vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser quand elle est juste ici. Mais elle reste ouverte. Si vous ne voulez tout simplement pas que celle-ci soit entièrement visible parce que vous voulez vous concentrer sur celle-là, c'est possible. Vous pouvez basculer ici. Ça va la faire descendre automatiquement et je pense que c'est pareil, oui, pour le bas. Et la dernière chose que je peux faire avec ça, ce qui est plutôt sympa, c'est que si vous cliquez sur cette barre, cela vous permet d'enregistrer comme un groupe d'applications. Si vous cliquez ici, enregistrez-le sur votre écran d'accueil. Maintenant, nous avons une icône qui ouvrira toujours ces deux applications en même temps, dans la configuration dans laquelle vous les aviez ouvertes lorsque vous avez enregistré le groupe ici. C'est une fonctionnalité fantastique qui vous permet d'enregistrer des combinaisons d'applications pour pouvoir les ouvrir très rapidement à tout moment. Voilà, c'est fait. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.